J'appelle la réunion à l'ordre. On a 2 réunions consécutives. La réunion extraordinaire pour la session de travail. La réunion extraordinaire, c'est l'approbation du budget. On l'a déjà passé à travers la semaine dernière, donc il y a des petits changements qu'on va couvrir aujourd'hui. On va passer au vote. Lors de la session de travail, il y aura un exercice de planification pour le département de police. Le chef Clavette est avec nous ce soir. Ça sera ça, la session de travail. Par la suite, on prendra une pause de 5 minutes pour un huis clos. Sur ça, Mme la greffière, est-ce qu'on a le quorum? Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Monsieur Doucette, la parole est à vous. 4.1, budget 2025. Merci, M. le maire. Donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un rappel puis un petit sommaire de ce qu'on avait déjà parlé auparavant, puis les petits changements minimes qui ont eu lieu. On va commencer pour le service, le budget de fonctionnement eau et égout. Juste pour le rappel, nos ventes pour l'eau, 1,3 million, avec l'évacuation des eaux usées, 1,6 million. On a des revenus de 3 millions, donc ça va couvrir pour nos légères augmentations de dépenses qu'on va voir sous peu. Là. Ça comprend pour une augmentation des taux annuels pour l'égout à 420 $, on est à 408 en 2024. L'eau Petit Rocher, augmentation de 24 $ à 324. Puis l'eau à Beresford, de 12 $ à 480. Donc, comme je dis, c'est juste pour. Ça va nous permettre de couvrir les dépenses, une légère augmentation des dépenses qui nous amène à un budget de 0. Revenu 3,4 millions, dépenses 3,4 millions. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de fonctionnement eau et égout? Vous, des questions? Aucune question? Passez au prochain. Du côté du budget de fonctionnement général, je vais juste repasser les variations pour les taux. Pour Beresford, aucun changement. On reste à 1,5 773. Petit Rocher, légère augmentation de 0,0297. Pointe Verte, une petite réduction pour arriver au même taux, un taux équitable. Nigadou aussi, une légère augmentation 0,748. Belle-Baie Nord, Belle-Baie Sud, puis Petit Rocher Nord-Sud, on amène tout à 89 cents, plus le taux provincial qui fait un total de 1,3. Et il y a une diminution de la péréquation de 1,8 à 1,6 millions. Encore là, ça nous permet de l'augmentation de 1,7 million. Ça permet de couvrir nos dépenses de 1,7 million également. Donc, les petits changements qu'il y a eu depuis ce temps-là, on a eu, par exemple, la facturation pour l'évaluation des taux. Fait qu'on a mis les vrais chiffres au lieu du chiffre estimé. Donc, c'est vraiment des changements très mineurs là, de coupe de 1 000 $ qui est dans le budget. Donc, le résultat final est là devant vous autres. Vous, des questions? Puis, si vous permettez, M. le maire, on a ajouté dans la liste des projets capitaux des éléments manquants comme les terrains de pickleball, le projet, le parc des vétérans, le projet d'un parc solaire. On en a tout mis, il y en avait 4. Là. On les a ajoutés là, dans les différentes catégories, ainsi de suite. Puis le comité, vous avez vu, j'ai envoyé la liste des comités, puis le comité des projets capitaux, il a été créé. Puis, donc, il pourrait y avoir une décision subséquente par la suite. Vous, des questions sur la présentation de M. Doucette ou les commentaires de M. Fongémy? Pas de questions? C'est tout. Merci. On va passer maintenant au vote. Madame la greffière.
que conformément à l'article 92.2 de la loi sur la gouvernance locale, la somme de 18 682 114 $, soit le budget total de fonctionnement de la municipalité de Belle-Baie, et que la somme de 15 165 289 $, soit le mandat pour l'année 2025, et que le taux d'imposition par tranche de 100 $ d'évaluation pour les secteurs de Beresford, Petit-Rocher, Pointe-Verte et Nigadou soit 1,5773 et que le taux d'imposition par tranche de 100 $ d'évaluation pour les secteurs de Belle-Baie Nord et Sud et les secteurs de Petit-Rocher Nord et Sud soit 0,89. Il est résolu que les membres du Conseil ordonnent et prescrivent que le mandat soit prélevé par le ministère des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières, qui soit imposable en vertu de la loi sur l'évaluation et se trouve dans le territoire de la municipalité de Belle-Baie. Propose. Proposé par Ronnie. Quelqu'un pour appuyer. Appuyé par Marie. Prêt pour la question. Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Non. Non, monsieur conseiller Doucette. Représentant de Nigadou. Noté. Budget approuvé. Budget pour compte d'eau et d'égout maintenant. Attendu que conformément à l'article 117.4 de la loi sur la gouvernance locale, le budget total de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées pour 2025 comprendra les revenus de 3 492 496 $ et des dépenses de 3 492 496 $. Attendu que le taux annuel par unité pour l'eau sera 324 $ pour les utilisateurs desservis par le système du secteur de Petit-Rocher et 480 $ pour les utilisateurs desservis par le système du secteur de Beresford, et que le taux annuel par unité pour les utilisateurs desservis par le système d'égout sera 420 $ pour l'ensemble de la municipalité de Belle-Baie. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Proposé par Charles. Appuyé par Gaston. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. On va passer immédiatement à la session de travail. Je vais donner quelques minutes au chef de se préparer, puis à Raphaël de pouvoir mettre le système en marche. On est prêt? Madame la greffière, est-ce que nous avons le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. Monsieur Clavet, le plancher est à vous. Merci, Monsieur le maire, puis merci au conseil de me permettre de vous faire une mise à jour au niveau des opérations de l'administration de la BNPP. Je veux juste vous présenter certains points sur lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant et où on veut s'enligner aussi. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les poser au fur et à mesure. Vous pouvez attendre à la fin, mais j'ai fait comme des thématiques, donc ça serait probablement plus facile si vous posez les questions au fur et à mesure que ça se déroule. La première chose que je veux mentionner, c'est que vous êtes au courant que la convention collective a été signée pour les employés de la police régionale BNPP. Puis les rétros, tout a été mis en place au mois de septembre. Je vous le mentionne parce que le crédit revient au conseil d'avoir donné le mandat au comité de négociation pour avoir les outils pour négocier une convention qui était équitable pour les deux parties,
pendant la période de transition qu'on est en train de préparer. Au sujet du budget 2025, avec M. Doucette, on a préparé le budget 2025. On a une composante aussi dans le budget en prévision de l'expansion de la police régionale BNPP pour prendre l'entièreté du territoire. C'est-à-dire, il y a des sous qui ont été ajoutés pour qu'est-ce qu'on anticipe qui pourrait être nécessaire en 2025, pas pour prendre le territoire au complet, mais pour se diriger vers cette démarche. Donc, le budget a comme deux composantes. Il y a la partie régulière pour la police régionale BNPP, mais aussi pour l'agrandissement. Puis en plus de ça, moi, en 2024, j'ai commencé un tableau, une feuille Excel avec les dépenses que moi, j'ai encourues, qui sont inclus, qui ont été pris dans le budget 2024 en prévision de l'agrandissement. Il y a certains objets, des équipements qui ont été achetés en prévision parce que le prix était bon ou on pouvait faire la commande à ce moment-là. Puis aussi, si les choses vont bien, on anticipe un léger surplus pour 2024, considérant que les rétros, justement, de la convention collective ont été prélevés à partir du budget opérationnel, du budget régulier. Au niveau de l'Académie de police de l'Atlantique, on a présentement 2 cadets qui sont en train de suivre la formation. Ils vont venir faire leur stage avec nous. Le premier débute le 16 janvier, le deuxième le 9 janvier. Les 2 viennent de Petit-Rocher, c'est des jeunes de Petit-Rocher. Puis, évidemment, après leur stage avec nous, ils demeurent avec nous comme des employés réguliers. Aussi, on a identifié nos 2 candidats pour la classe du mois de décembre 2024. C'est là qui va commencer prochainement. Un des candidats vient de Kedgewick, l'autre vient de Robertville. Ensuite de ça, on a potentiellement identifié nos 2 candidats pour la classe du mois de juillet 2025. Puis c'est quelqu'un qui vient de la région ici aussi, puis un autre qui vient de Dalhousie. Ça fait que ça, c'est les sièges que l'Académie, les places que l'Académie nous donne à nous, les agences. Parce que maintenant, quelqu'un qui veut aller à l'Académie de police de l'Atlantique ne peut plus appliquer par lui-même et doit être commandité par une agence de police parce qu'il y a tellement de demandes. L'Académie a doublé le nombre de sièges qu'ils sont en mesure de faire. Maintenant, ils sont rendus à 96 candidats par année qui peuvent produire. Pour maintenir nos certifications annuelles, on a besoin, puis maintenir nos standards, on a des formations, toutes sortes de formations qu'on doit suivre. Il y a les formations annuelles, puis il y a des formations qui sont complémentaires ou supplémentaires que les policiers vont prendre. Dans les formations annuelles, il y a celle-là du taser, puis l'utilisation de la force. Ça, on a notre propre instructeur. Les formations ont lieu à la barque à Pointe-Verte. On a nos équipements, même on a un local, on laisse nos équipements là parce qu'on les utilise continuellement à cet endroit-là. Pour les armes, c'est évidemment avec le champ de tir à Madran. Puis encore là, on a notre propre instructeur qui fait notre certification pour le groupe. Puis d'autres certifications qu'on a besoin d'avoir, c'est les premiers soins. Puis c'est avec la compagnie Annie Boudreau à Petit-Rocher-Ouest. Ça fait que là, c'est nos certifications annuelles qu'on prend. Quand ça vient pour les formations complémentaires, c'est possible d'aller à l'Académie de police de l'Atlantique pour des formations ou au Collège canadien de la police. Moi, j'ai fait une demande à l'Académie de police de l'Atlantique pour organiser une formation ici pour les policiers pour l'appareil d'ivresse-sommaire. On a beaucoup de policiers qui ont pris leur retraite, qui avaient cette formation-là. Là, ça a diminué. On a moins de policiers qui sont entraînés pour opérer l'appareil. Donc, j'ai fait une demande à l'Académie pour... Moi, je vais l'organiser ici. On va faire venir les instructeurs ici. Évidemment, c'est moins de coûts pour nous autres, pour les formations. Puis les policiers des autres agences, j'ai vérifié déjà avec Miramichi, Bathurst, eux autres sont prêts d'envoyer des policiers aussi. Ça fait qu'on va voir si ça va fonctionner. Sinon, on peut les envoyer à l'Académie s'il y a une formation qui est disponible. Question, chef. Est-ce Oui. que cette formation-là va être en français? À l'Académie, ça serait en anglais seulement. Puis si c'est donné ici, ça serait seulement en anglais aussi. Et un des formateurs, c'est Mathieu Noël, la police de ville de Bathurst. Mais d'après moi, c'est le seul qui est bilingue.
Puis la formation qu'on a à Lille, là, c'est en anglais ça aussi? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de formation en français dans le Pas domaine du tout. policier Pas du tout. dans l'Atlantique? Non, pas du tout. La seule académie, c'est pour nous. Il y a à Regina où il peut y avoir des classes en français pour la GRC, mais pour nous, c'est seulement en anglais. Dans les formations complémentaires aussi, on a un de nos policiers qui est allé à Ottawa sur une formation pour les enquêtes de fraude. J'en ai parlé dans le passé qu'on a beaucoup de dossiers reliés, des gens malheureusement qui ont été victimes de fraude. Pour être en mesure de se mettre à jour avec les techniques d'enquête, avec les stratagèmes, on a un policier qui est allé à Ottawa sur cette formation-là supplémentaire. On a une policière qui a eu une formation pour devenir témoin expert à la cour pour les dossiers de drogue. Puis ça, c'est pas seulement pour nous, la BNPP, mais c'est pour l'ensemble de la province. Elle peut être demandée d'aller dans une autre agence, évaluer leur dossier pour déterminer si ça qualifie pour les procédures de cour. Donc, c'est un atout pour nous, mais pour l'ensemble de la police en général. On a 2 policiers qui ont suivi une formation avec l'équipe tactique de Miramichi. L'équipe EARTH qu'on appelle, ça c'est une équipe qui est composée de policiers de Miramichi, Bathurst et de la BNPP. Puis c'est une formation très poussée. Dans les équipements que moi j'ai mentionnés, que j'ai fait les dépenses cette année, en prévision de l'agrandissement, il y a des dépenses aussi là-dedans pour l'équipement de ces 2 policiers-là. Puis les policiers peuvent être appelés pour répondre à des plaintes pour la ville de Miramichi, Bathurst, nous, ou ailleurs dans la province. Donc, ces 2 policiers-là sont formés pour assister la région aussi. Puis, ils ont suivi leur formation jusqu'à la fin du mois de septembre, puis ils ont déjà été sur des calls, des appels pour d'assistance. Dans le passé aussi, j'ai mentionné qu'on avait beaucoup de plaintes impliquant des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On a beaucoup de policiers qui ont suivi des formations dans ce sens-là. Maintenant, on a une policière qui a suivi la formation pour être instructeur pour les dossiers de santé mentale. Donc, elle peut former les autres policiers, les premiers répondants, pour aller sur ce genre de dossier-là. Puis, à ma connaissance, c'est la seule policière dans la région qui a la formation. Donc, elle va être en mesure de donner des formations, de l'entraînement aux autres premiers répondants dans la région. Puis ça, c'est de concert avec le service mobile de la santé mentale. Chef Clavet. Oui. J'aimerais ça vous poser une question par rapport aux recrues, ceux qui vont faire le cours. On en a 2 pour janvier, 2 un peu plus tard cette année. Mais puis étant donné qu'ils sont commandités, donc les places sont parce qu'ils vont venir avec Belleville, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui arrive si c'est un de ceux-là passe pas le cours ou a de la difficulté avec le cours? Alors ça, c'est quoi le plan pour... on n'est pas 100% sûr que ces gens-là vont réussir. Non, on n'est pas certain. Dans les contrats qu'eux ont signés avec nous, avec l'agence, il y a des remboursements pour les dépenses, dépendamment parce que le conseil a donné un mandat un peu plus majoré en cours de route, donc les compensations ne sont pas les mêmes. Mais dans les contrats que les cadets ont signés avec nous, c'est que si ça ne fonctionne pas, ils doivent nous rembourser. Mais aussi, moi, je pensais plus au niveau du votre plan pour l'embauche éventuelle. C'est pas comme si vous pouvez choisir dans un bassin là, de nouvelles recrues parce qu'ils sont tous assignés à une ville, j'imagine. C'est ça, et effectivement. Chaque agence, comme moi, j'ai demandé pour 4 sièges, j'en ai eu 2. OK. Donc, parce que Edmundston a fait la même chose, Bathurst a fait la même chose, donc on s'arrache les candidats. Ça fait qu'au niveau de l'Académie de police de l'Atlantique, on est limité dans les sièges. À part de ça, on fait du recrutement à l'extérieur. Moi, j'ai mon adhésion permanente où je la renouvelle à chaque année avec un site du Québec qui s'appelle Embauche 911. Puis, on a déjà recruté des policiers avec cette forme-là. J'ai 2 potentiels du Québec qui peuvent venir avec nous, un en janvier, puis un autre au mois de juillet l'année prochaine. Donc, on fait du recrutement un peu partout, mais la situation est similaire tout partout. OK. Merci.
rendu à la partie pour les évaluations. Au printemps 2025, on est censé avoir une évaluation du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le secteur des normes et conformités. C'est essentiellement la même chose qu'on a eu à l'automne 2022. C'est une équipe de 5 personnes qui vient chez nous. Puis, c'est eux qui déterminent les critères qu'ils veulent évaluer. Ils sont chez nous pendant une semaine, mais il y a une préparation avant qu'ils viennent chez nous. On a besoin de sortir certains documents parce qu'ils veulent les évaluer quand ils viennent chez nous. Initialement, cette équipe-là était formée de gens de la sécurité publique, mais au fil du temps, ils ont formé des policiers pour être en mesure d'aller faire ces évaluations-là. Puis le chef adjoint Mathieu Richard a suivi la formation aussi. Donc, il peut être demandé, lui, d'aller à Saint-Jean, à Woodstock, de faire l'évaluation d'un certain secteur pour s'assurer que les postes de police maintiennent un certain niveau. Donc, nous, notre évaluation du bureau, elle est cédulée pour être au début, au printemps 2025. On présume que c'est de concert pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie aussi avec les régionalisations qui sont anticipées. Il y a une équipe aussi qui a été formée au niveau provincial pour faire l'étude des dossiers de nature sexuelle pour l'ensemble des forces policières au Nouveau-Brunswick. Il y a une équipe locale qui va être formée ici dans la région Chaleur pour faire la police de ville et notre bureau, possiblement le bureau de Miramichi, mais ça se peut qu'eux autres vont être indépendants. Puis, le but avec ça, c'est de s'assurer que les enquêtes sont bien faites, que toutes les avenues sont couvertes, puis s'assurer aussi que c'est standardisé au niveau des autres agences. Ça fait que ça, il y a un protocole d'entente que moi j'ai déjà signé avec l'organisme provincial pour justement être en mesure de procéder à l'évaluation. Au niveau des présentations, on a eu plusieurs demandes cette année au niveau, comme j'ai parlé tantôt, des fraudes, mais aussi du vapotage. Donc, on a des présentations qui ont été structurées, puis que ça a été présenté à différents organismes, différents groupes. La présentation pour les fraudes, ça explique un peu les deux catégories. C'est que quelqu'un peut être victime de fraude parce que il y a eu de l'information qui a été prélevée dans le compte de banque ou quelque chose comme ça. Il y a aussi quand c'est les gens qui partagent leur information personnelle à ce moment-là qui deviennent victimes. Ça fait que c'est vraiment deux catégories différentes de fraude. Puis les enquêtes sont pas similaires, c'est pas la même chose, c'est pas la même procédure. Donc on doit se mettre à jour là-dessus. C'est pour ça qu'on a envoyé un policier faire une formation complémentaire pour être en mesure d'enquêter ces fraudes-là d'une façon un peu plus approfondie. Récemment, on a eu une plainte de fraude, puis le plaignant, Durand, il s'est aperçu que lui, il avait été fraudé. Il a été rejoint par un groupe pour dire, regarde, on sait que ce groupe-là, c'est des fraudeurs, on peut t'aider à récupérer tes sous. Puis ça faisait partie du même groupe, c'était des fraudeurs aussi. Il demandait 8 000 $ pour lui donner un coup de main. Puis, finalement, il a réalisé que ça allait nulle part. Mais quand que c'est, juste pour dire rapidement, quand c'est des cartes cadeaux qui ont été transférées en ligne, aussi c'est de la crypto-monnaie, c'est à peu près impossible de faire du retraçage parce que les cartes cadeaux peuvent être encaissées n'importe où dans le monde. Je peux la prendre au Walmart ici, puis je l'envoie à quelqu'un, peut l'encaisser tout partout. Donc, retrouver, c'est à peu près impossible. Les plans d'urgence dans les écoles, tous nos plans d'urgence ont été mis à jour avec le début de l'année scolaire. Ça, on le fait chaque année. Nos policiers sont présents aussi pour les pratiques des codes rouges pour s'assurer que ça fonctionne bien. Le changement qu'il y a cette année, c'est que le district scolaire a implanté un système de caméras dans toutes les écoles du district, puis c'est centralisé à Cité de l'Amitié. Donc, s'il y a un événement dans une école, les gestionnaires, on peut se rendre à la Cité de l'Amitié, on a accès aux caméras. C'est vraiment bien fait, la façon que le système est structuré. C'est accessible aussi de différents endroits, mais il y a une salle qui a été aménagée à la Cité de l'Amitié. Puis, on peut voir
en direct, live, qu'est-ce qui se produit dans les écoles. On peut aussi reculer pour voir les événements qui sont produits. En plus de ça, à toutes les écoles sont barrées maintenant. Les portes principales sont sécurisées, mais il y a des cadenas avec une combinaison. Nous, on a les combinaisons. Donc, s'il y a un événement, on peut rentrer à l'intérieur de l'école. Les clés sont là, sont disponibles. Ces plans-là, bien, ça nous a été partagé. Nos policiers ont reçu l'information, puis la documentation se trouve dans tous les véhicules de patrouille. Donc, s'il y a un événement, moi, je peux me rendre au centre de coordination, mais les policiers peuvent se rendre sur les lieux. Au niveau des véhicules tout-terrain, je sais que différents endroits, il y a des plaintes chez nous. À la BNPP, on ne reçoit pas tellement de plaintes. On a vérifié aujourd'hui, puis on croit que la dernière plainte, c'était peut-être au mois de juillet que nous, on a reçu. Mais pour changer la philosophie un peu, qu'est-ce qu'on a pensé faire? C'est que quand on recevait des plaintes avec les véhicules tout-terrain, c'était pas que les véhicules tout-terrain étaient sur la route. Le problème, c'était la façon que le véhicule était conduit. Ça fait qu'est-ce qu'on a décidé de faire? J'en ai parlé avec les superviseurs lors d'une réunion. J'ai dit, au lieu d'avoir une approche répressive, les policiers se rendent voir s'ils voient des véhicules tout-terrain, mettons, au Tim Hortons, ils vont leur dire, tu n'as peut-être pas le droit d'être ici, mais si tu conduis comme il faut, nous, on n'a pas de plainte. Si on n'a pas de plainte, on n'a pas besoin d'aller intervenir. En attendant que Bell-Bay décide qu'est-ce qui va être la suite des choses au niveau des arrêtés, on va adopter cette philosophie-là. C'est pas une carte blanche, puis le policier qui est sur place a quand même, c'est sa discrétion à lui, s'il veut intervenir, donner un billet, parce que c'est selon la situation à ce moment-là, c'est son jugement qui va être appliqué. Mais en général, on va tenter, je sais que ça a déjà commencé, d'aller voir les gens qui sont en VTT, qui sont dans un endroit qui est permis avec l'arrêté municipal ou non, pour leur dire, si vous conduisez d'une façon régulière, sans excès, probablement qu'on n'aura pas de plainte. Si on n'a pas de plainte, on n'a pas besoin d'intervenir, jusqu'à temps qu'il y ait une décision qui est prise sur la suite des choses. On va voir comment ça va aller. On n'est pas aveugle, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais si ça peut changer un peu la mentalité vis-à-vis le déplacement en VTT, au lieu de rouler à pleine vitesse pour éviter de se faire voir par la police, si les gens se déplacent un peu plus discrètement, peut-être que ça va être une façon de gérer la situation. Avez-vous besoin d'avoir des licences pour conduire les VTT, puis des assurances? Oui, pour les VTT, il faut que le véhicule soit assuré, puis qu'il y ait une plaque d'immatriculation aussi. Puis s'il est dans les sentiers, bien là, ça prend la carte de sentier aussi. D'autres questions sur les VTT? L'âge pour conduire le VTT, c'est quoi? Comme dépendamment oui, dépendamment de l'endroit, comme c'est 16 ans, plus de liberté, 14 ans, il y a des endroits que tu ne peux pas traverser, mettons la route 134 ou l'autoroute 11. Mais à 16 ans, c'est permis de se déplacer régulièrement. Faut-il qu'il y ait un permis de conduire? Non, c'est pas un permis de conduire, c'est juste l'âge. OK. Pour circuler sur la 134, ça prend un permis de conduire. Ou c'est juste l'âge? C'est juste l'âge. Le permis de conduire, la classe 5 que la plupart de nous autres, on a, c'est seulement pour un véhicule à moteur, c'est pas pour un véhicule tout-terrain. Au niveau de la régionalisation, au mois de septembre cette année, il y a eu une réunion de l'Association des chefs de police, puis le sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mike Comeau, était présent. Il nous a mentionné que les transitions pour les forces de police allaient se faire éventuellement en 2025. Moi, j'ai demandé personnellement au niveau de la BNPP qu'est-ce qui était l'agenda anticipé. M. Comeau a mentionné que on devrait, nous, à la BNPP, avoir notre rencontre avec les intervenants de la province, la sécurité publique et de la GRC à l'automne 2024 pour faire une transition au début 2025. Moi, je n'ai pas argumenté à ce moment-là, mais finalement, on n'a pas eu de rencontre avec la sécurité publique et la GRC.
Et aussi, lors de cette réunion-là, j'ai discuté avec la commandante de la GRC, Diana Hill, pour lui dire que nous, à la BNPP, on n'anticipait pas être prêts en 2025. Puis elle me rassurer là-dessus qu'il y avait de la flexibilité au niveau du ministère pour faire les transitions. On a déjà assisté à une présentation à Beresford, puis le ministre de la Sécurité publique, à ce moment-là, avait dit « On va prendre notre temps pour faire les choses comme il faut. » Donc, puis de toute façon, la commandante Diana Hill n'est plus au Nouveau-Brunswick. La GRC est en transition. À ce moment-ci, nous, on n'a pas de nouvelles à quel moment on doit faire la rencontre pour déterminer qu'est-ce qui va être les paramètres pour la suite des choses, le transfert des dossiers, la délimitation du territoire. Je sais qu'il y a des agences dans la province, des forces policières, que quand ils font leur rencontre avec les instances de la GRC et de la sécurité publique, il y a une négociation au niveau des frontières pour s'assurer que ça fait du sens au côté opérationnel aussi, là, pour éviter qu'il y ait une maison qui tombe à l'extérieur du territoire de la police locale, puis que la GRC doit faire 15-20 minutes dans ce territoire-là pour aller voir leurs plaignants. Donc, il y a des discussions à ce moment-là. Je ne sais pas si ça va être modifié, mais... Personnellement, moi, je siège sur 14 comités différents au niveau de la police. Certains comités, c'est des comités au niveau administratif, opérationnel. Il y en a aussi, c'est avec la municipalité. La raison d'être d'avoir une présence sur ces comités-là, c'est de s'assurer que, premièrement, on est à l'affût de ce qui se produit dans la province, de pouvoir donner notre opinion aussi, notre opinion comme petite force de police versus d'autres agences. Puis de se mettre au courant vraiment sur tout ce qui se produit. Je ne vais pas vous faire la liste des comités que je suis dessus, mais un des comités sur lequel que moi j'étais, puis pour le chef adjoint Mathieu Richard, lui aussi, il est sur plein de comités aussi. Un des comités que Mathieu a pris, que moi j'avais, c'est un comité provincial sur la sécurité des routes puis des sentiers. Ce comité-là a eu des débats depuis que Mathieu est dessus, puis ils ont soulevé le point d'avoir des modifications au Code de la sécurité routière, la loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, au niveau des suspensions administratives pour les conducteurs avec les facultés affaiblies. La loi a été modifiée, puis ça rentre en vigueur le 1er janvier, puis ça va donner des outils énormes à la police pour contrer les conducteurs avec les facultés affaiblies. C'est juste pour dire qu'est-ce qui est l'avantage de siéger sur ces comités-là, parce qu'on est capable de donner notre input, de donner notre avis. Puis, c'est ça que le comité sur lequel Mathieu siège a fait. Ça fait des changements majeurs au niveau de la province. Il va y avoir de la publicité de fait là-dessus. On est en train de préparer quelque chose aussi pour mettre sur notre Facebook, sur notre site, pour expliquer aux gens qu'est-ce qui va être les changements. Avec la venue aussi du chef adjoint Mathieu Richard, qu'est-ce que ça a donné? Ça nous a donné l'opportunité d'avoir un plan B aussi au niveau de mes fonctions, si moi je suis absent. Puis, parce que la façon qu'on fonctionne au bureau, c'est qu'on a des options pour, si le sergent n'est pas là, il y a quelqu'un qui le remplace. Même chose au niveau du personnel administratif aussi. La seule chose qui manquait, c'était au niveau de mes fonctions à moi. Maintenant, Mathieu, lui, s'occupe du côté opérationnel. Moi, je fais le côté administratif, mais on est capable de s'interchanger pour supporter un ou l'autre durant les absences ou dépendamment de la charge de travail qui est demandée. Mathieu a préparé une demande de remboursement ou une soumission pour un panneau de vitesse mobile qui est solaire. Puis on a eu la nouvelle que notre demande a été acceptée. C'est tout près de 24 000 $. Ça fait qu'on a fait la demande pour le panneau de vitesse mobile. L'avantage quand ce qui est mobile, c'est qu'on peut le déplacer dans des zones où on reçoit des plaintes. Le panneau aussi est en mesure de faire des statistiques pour déterminer que dans une journée, il y a tant de véhicules qui ont passé, s'il y a eu des excès. Donc, on est capable de constater s'il y a vraiment un besoin d'avoir de l'intervention dans cette région-là. J'ai une question. Par rapport à est-ce que c'est celui qui a été placé? Non. OK. Celui qui a été placé aujourd'hui, il est fixe. Il est sur l'enseigne de 50 km/h.
puis on a mis par-dessus la même enseigne le panneau de mesure de vitesse, là. Donc, lui, il est fixe, puis il a les mêmes fonctionnalités que le chef Clavette, là, au niveau des statistiques, que la force policière aura accès quand ils prendront le territoire. Savoir c'est quand les temps qu'il y a le plus de trafic, les temps qu'il y a de la vitesse, ainsi de suite. Donc, ils pourront planifier des interventions à ce moment-là aussi. Nous. Puis celui qui a été placé à Robertville, c'est combien, ça? 5 000 à peu près. OK. On en a un. On a OK. le premier. J'ai préparé ce formulaire, le formulaire de référence. Je n'appelle pas ça un formulaire de plainte, mais de référence. Je sais que vous, les membres du conseil, vous êtes proches de la population, puis parfois, les gens vont vous soulever des situations qui pourraient concerner la police. C'est difficile pour moi de prendre votre information puis de s'assurer que c'est la bonne chose. Avec le formulaire, on s'assure que moi, je reçois la bonne information puis je vais le transférer au patrouilleur pour faire un suivi. C'est de même qu'on fonctionne avec M. Godin. Souvent, il y a des choses à référer. Il m'envoie l'information sous forme de courriel. Moi, je le transfère au patrouilleur qui travaille ce jour-là. De cette façon-là, le patrouilleur peut vérifier directement avec le plaignant, avoir la bonne information pour intervenir correctement. C'est la même chose avec ce formulaire-là. Si jamais vous avez des gens qui veulent se plaindre de quelque chose, qui ont des points à soulever, c'est juste, c'est pas quelque chose de bien compliqué, c'est cette information-là que nous, on a besoin pour que le patrouilleur puisse débuter les recherches, parce que parfois, il va débuter des recherches avant d'aller voir le plaignant. Il peut faire une recherche dans l'ordinateur pour déterminer certains points, puis là, faire avancer l'enquête. Je vais envoyer le formulaire à Mme Saint-Laurent, puis elle pourra le partager avec vous. Dans les points divers que je veux soulever, le premier, c'est la police de ville de Bathurst ont débuté un programme qui offre 20 000 pour des policiers d'expérience pour faire une transition avec eux. Ils ont fait l'offre à un des policiers de mon bureau qui a refusé. Je vous soulève le point, c'est juste pour dire que je pense qu'avec la nouvelle convention collective qui a été signée, les bénéfices qui ont été bonifiés, c'est certain qu'une job, c'est pas seulement un salaire, c'est plus que ça, mais ça peut aider à notre retention avec nous. Lors des démarches avec... vous avez déjà entendu parler des équipes spécialisées, des services spécialisés que la GRC offre. Il y a l'équipe de démineurs, le Bomb Squad, qui était une équipe de la GRC. Il y a eu des démarches au fil du temps où il y avait une formule qui était anticipée pour avoir une équipe provinciale qui pourrait être payée. Il y avait potentiellement une clause grand-père pour 1 an ou 2 les municipalités n'auraient pas besoin de débourser. Puis par après, ça aurait été 1,13 $ par citoyen de la région desservie. Finalement, la province a déterminé qu'ils vont payer l'équipe. On n'a pas besoin de débourser. Ça, c'est du travail qui a été fait au niveau de notre association des chefs de police, avec d'autres partenaires, évidemment. On ne va pas prendre le crédit juste pour ça, mais pour justement avancer certains dossiers. Puis, on a l'intention de faire la même chose avec le nouveau gouvernement qui est en place. Moi, je fais partie de l'exécutif de l'Association des chefs de police, puis on a une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique le 19 décembre, justement pour lui démontrer c'est quoi le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis c'est où qu'on veut aller au niveau de notre association. Ça regroupe tout le monde. Au niveau de l'Association des chefs de police, c'est les 9 chefs de police municipales, régionales, le représentant de la GRC, puis le représentant aussi de la sécurité publique. J'ai mentionné tantôt le panneau de vitesse, c'est fait, c'est un programme qu'on a appliqué. On a l'intention en 2025, député Richard et moi, de faire la même chose, de faire une application pour un remboursement quelconque. On ne sait pas exactement quel projet qu'on va prendre. Dans le passé, on avait fait avec le drone, je vous en avais parlé. Ça, c'était 15 000, 16 000 $. Là, on a eu le panneau de vitesse. Mais en 2025, on va faire une application aussi. On va voir qu'est-ce qui seraient les besoins, considérant pas seulement la BNPP qu'on connaît tout de suite, mais avec l'entièreté du territoire. Peut-être que ça sera un outil différent qu'on pourra avoir besoin. Le député-chef Richard et moi, on est en train de faire l'évaluation du personnel présentement. Puis ça va bien, ce côté-là. Puis, le dernier point, c'est comme je l'ai mentionné tantôt, le changement sur
sur la loi des véhicules à moteur pour les conducteurs avec les facultés affaiblies. Le but de ça, c'est de vraiment désengorger la cour, parce que les suspensions vont être administratives, ça ne sera plus du criminel du tout, ça va être seulement administratif. La province peut économiser des sous aussi là-dessus, mais on va faire une grosse campagne de publicité là-dessus pour démontrer c'est où que ça s'en va, puis les conséquences, évidemment. Des questions? Des questions pour le chef David. Bien, la question serait surtout, d'abord, merci pour votre présentation, puis aussi à savoir, quand on va faire la transition, j'imagine qu'on ne s'appellera plus la BNPP. Ça va être plus quelque chose comme la police municipale de Belle-Baie, quelque chose du genre? Ouais, habituellement, c'est ça, les règles, là, le nom de la force policière dans la province, les 8 autres, c'est le nom de la municipalité. Donc, ce sera un changement. Il faudra voir même, est-ce que le logo change au niveau malgré le logo est bien, là, mais est-ce qu'il change? Puis, on va avoir la même discussion pour le logo pour les 4 brigades de pompiers. Oui. Parce qu'on a comme un peu le temps là, de penser à ça, puis d'arriver à la dernière minute, puis de se sentir un peu... Quand on a discuté, chef Clavette, on gardait, ce serait peut-être une discussion l'été prochain. Ou l'automne, pour le nom. Pour le nom, c'est ça. Ça serait plutôt dans le courant de l'année prochaine. Vraiment, pour savoir au niveau de la transition, il va falloir avoir la rencontre avec les intervenants de la sécurité publique et de la GRC pour voir qu'est-ce qu'eux anticipent et qu'est-ce qui est faisable pour nous aussi. Parce que dans le projet qui a été préparé pour l'agrandissement, c'est l'embauche de 7 policiers. Avec le chef adjoint Richard, maintenant, on est rendu à 6. On peut faire la transition avec 5 policiers, mais pas en bas de ça. Le 6e policier, c'est la personne qui va être responsable des relations communautaires puis tout ça. On peut commencer la transition sans voir cette personne-là, mais au point de vue opérationnel, ça va nous prendre les patrouilleurs sur la route et au niveau des unités des enquêtes. Avez-vous des questions? Gaston. Je sais que dans le passé, on a parlé beaucoup de ça pour le bruit excessif. Puis, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des présentations qu'on avait assistées. Oh, excusez. Oui, c'est ça, pour les bruits excessifs. À un moment donné, les années passées, on a parlé des systèmes de machines qui pouvaient dire les décibels d'une auto qui sort. C'est des discussions qui sont revenues, ça, ou c'est pas au niveau des véhicules à moteur, vous voulez dire? Ouais. L'article, je crois, c'est 236 de la loi sur les véhicules à moteur. Il y a une façon de procéder pour émettre un billet sans nécessairement avoir l'appareil. Parce que pour avoir l'appareil, premièrement, il faut faire l'achat, il faut faire la calibration, il faut avoir l'entraînement pour les policiers. L'expérience qu'on a eue à la cour, parce qu'on a eu des billets qui ont été mis à la cour, c'est que le policier peut dire, OK, j'ai observé le trafic pendant 15 minutes, la circulation pendant 15 minutes, puis le bruit était standard, mais ce véhicule-là se démarquait du lot. Donc, c'est basé sur son interprétation à lui. Puis après ça, la Cour prend une décision là-dessus. Donc, on a eu du succès avec ça dans le passé, mais c'est quand même assez rare qu'on a des plaintes dans ce genre-là. C'est certain qu'on pense à des petites voitures avec des silencieux un peu modifiés. Mais ça aussi, on a l'option comme policier de dire si on croit que le véhicule ne respecte pas les normes pour l'équipement, on peut déterminer, nous, on dit que tu dois aller à tel garage pour faire l'inspection. Même si son inspection est valide, on peut redemander de refaire une inspection. Puis c'est nous autres qui choisissons le garage. On prend dans la communauté où la personne demeure pour éviter des frais supplémentaires, mais ce n'est pas lui qui va arriver avec une inspection qu'il va avoir eu de son ami. Là. Merci. Avez-vous d'autres questions? Une question. Au niveau des inspections pour les policiers, quand ils commencent le travail dans la journée, ils font une tournée d'un secteur en particulier ou ils font toute la BNPP qu'on a présentement? Là? Quand c'est des journées de semaine, avec des journées scolaires, on appelle ça le bus patrol, les autos doivent sur la route en se divisant le territoire, c'est-à-dire pour s'assurer s'il y a 2 ou 3 véhicules qui ne sont pas tous au même endroit, avec un échange de territoire en cours de route.
Ça, en général, on tente que les véhicules sont dispersés à la grandeur du territoire. Il n'y a pas de zone comme telle, mais c'est un entente entre les patrouilleurs. Avec l'agrandissement du territoire, là, on va faire des zones. C'est-à-dire que tel véhicule va être affecté à telle zone, à moins qu'il y ait autre chose, mais il va être affecté à tel secteur, parce que, évidemment, à cause de la distance. Vous, d'autres questions? Commentaires? Dans l'exercice là, de préparation avec le chef Clavette, là, ça fait longtemps qu'on planifiait cette présentation ce soir. Là. Le chef Clavette a été patient avec nous parce que les heures du jour se remplissaient puis on repoussait le chef Clavette. Là. Donc, l'exercice, c'était également de voir si le conseil, vous aviez vous attendez des plaintes des citoyens ou il y avait des priorités comme le chef Clavette a parlé des VTT. Y a-t-il d'autres éléments que vous aimeriez que le chef Clavette et son équipe là, s'attardent suite à des plaintes là, je peux vous dire comme par expérience comme dans ma batteuse, on avait le problème de la vitesse à Saint-Pierre avec les petits chars modifiés. Là. Puis on avait quelques crack houses dans l'Est qui créaient un problème de vol par effraction pour les gens qui avaient besoin d'argent pour... Ça, c'était un objectif que le conseil a dit, on aimerait recevoir moins de plaintes au niveau de ces types de maisons-là qui vendent de la drogue. T'sais. L'opérationnalisation appartenant à la police. Donc l'exercice à soir, c'était également, est-ce que vous avez des items que vous attendez dans la communauté ou des craintes, des préoccupations, puis que le chef peut les prendre en ordre, puis après ça, vous revenir avec un plan. So, je voulais apporter ça là, comme c'est l'occasion. Puis c'est pas juste l'occasion à soir, ça peut être quelque chose qui vous vient en janvier, puis on réinvite le chef, puis on fait la poursuite de la session. Marie. Pour le moment, par exemple, ça serait sur le territoire de la BNPP, pas les anciens DSL. Là. Ouais, ça serait pour le territoire principalement, le territoire pour la BNPP, mais si c'est un problème récurrent dans les territoires de la DSL, je pense que ce serait intéressant pour le chef de le savoir lorsqu'il y a le transfert du territoire, mais il sait qu'il y a des problèmes existants ou des défis existants, puis il peut se préparer en conséquence avec son équipe. Et vous, Charles? Moi, j'avais une belle présentation. La seule chose que j'ai su, que j'ai attendu dans le passé, c'est que pour le gaz, des stations de service qui n'ont pas su l'information, comme je suppose vous rappeler de la lettre que tu as signée, que les polices auraient pu après les vols de gaz. Puis, il manquait un bout d'information là-dessus. Y a-t-il d'autres choses qui sont sorties de ça? Ou... Quand la démarche a été débutée du fait que la police ne prendrait plus les vols d'essence dans les stations-service, il y a des démarches qui étaient faites avec l'Association des distributeurs provinciaux. Eux ont été mis au courant pour aviser justement chacun des détaillants locaux de la situation. Il y a plusieurs rencontres qui ont été faites avec la sécurité publique, avec le ministre de la Sécurité publique à ce moment-là, et avec les détaillants pour dire « ça s'en vient, ça s'en vient ». Moi, personnellement, j'ai amené une lettre. On a 5 détaillants dans notre territoire. J'ai amené une lettre à chaque détaillant pour leur dire « ça s'en vient ». Moi, je l'ai fait personnellement pour justement m'assurer que le message était passé. Maintenant, s'il y a des détaillants qui ne sont pas membres de l'association des distributeurs puis qui n'ont pas reçu l'information, si c'est des indépendants, là, nous, au niveau de l'Association des chefs de police, parce que c'est une démarche qui a débuté avec l'Association des chefs de police. On n'a pas accès à leur liste de membres. Il y a une certaine publicité qui a été faite, mais comme je dis, moi, j'ai rencontré, je suis allé à chaque détaillant pour apporter un document au préalable pour leur dire que ça s'en venait. C'est une initiative provinciale, ça. On a tenté au niveau de l'Association des chefs de police d'avoir une initiative provinciale avec le gouvernement, mais ça n'a pas fonctionné. Ça fait éventuellement, on a pris la décision que nous, parce que c'est une infraction qui est totalement prévisible, qu'on peut empêcher. Juste payer à la pompe, puis ça évite le problème. Parce que ici, dans notre territoire, ce n'était pas un problème majeur,
mais pour certaines régions, c'était un problème qui causait beaucoup d'inconfort, beaucoup de pertes aussi. Donc, il y avait une urgence dans certains endroits que nous, on n'avait pas, mais la démarche a été faite d'une façon provinciale avec tout le monde pour soutenir ça. D'autres mots, c'est pas juste notre région. À grandeur de la province, les policiers ne courent plus après les vols d'essence. À moins qu'il y ait une autre infraction. S'il y a un vol à l'étalage, là, c'est différent. Parce que là, s'il y a un autre événement qui est jumelé à ça, un accident, là, c'est différent. Mais si c'est seulement le vol d'essence, non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Si un détaillant ou quelqu'un se plaint pour une situation similaire, il n'y a pas d'enquête qui est faite, mais il y a une note qui est prise dans un rapport, justement, pour qu'on soit en mesure de comptabiliser. Puis, au début, quand ça a été mentionné, on a reçu quelques plaintes, mais maintenant, on n'en reçoit plus. Il y a peut-être encore des vols d'essence, mais je sais que il y a des commerçants qui ont fait la transition pour avoir le système qui est payé à la pompe comme tel. D'autres commentaires, questions, Ronnie? Il y aurait au niveau des pneus, le monde qui aime faire virer le pneu là, pour que ça décolle plus vite, puis ça fait du bruit. On a-tu un genre de politique là-dessus qui n'est pas acceptable? Ou que... Oui, il y a un article dans le Code de la route du Nouveau-Brunswick, c'est l'article 109. On a des fois des plaintes, mais si, mettons que c'est quelqu'un qui constate l'infraction, puis qui nous appelle, nous autres, on peut émettre le billet. Mais il faut que la personne vienne témoigner à la cour, parce que nous, on n'a pas constaté l'infraction. Si le policier constate l'infraction, il peut émettre le billet, puis on n'a pas besoin de personne d'autre. Mais si on n'a pas constaté l'infraction, la personne doit venir témoigner à la cour. Donc, souvent, les gens choisissent de dire, regarde, donne-y juste un avertissement, ils ne veulent pas embarquer dans les procédures de cour. D'autres questions, commentaires? Moi, je vais vous mentionner les 3 plaintes les plus récurrentes, là. La vitesse Pointe-Verte-Nord, en entrée entre Belle-Dune et Pointe-Verte. Les gens semblent seulement ralentir lorsqu'ils arrivent au centre du village. Là. Ça, c'est une plainte qui est récurrente. Je l'entends 5-6 fois par année. Petit Rocher-Centre, ici. Puis je pense d'ailleurs, le conseil, on va demander pour possibilité d'enlever la ligne de dépassement, juste au centre, ici à Petit Rocher. Il y a des personnes qui se plaignent de la vitesse des voitures. Se passe. Puis les VTT, mais c'est pas le VTT sur la route comme le VTT qui ne respecte pas le code de conduite, mauvais côté de la route, sur le trottoir, en envers du bon sens, c'est chaud. C'est surtout ça les plaintes qu'on reçoit. Là. D'accord. C'est plus l'éducation, probablement, ce qu'on aurait la personne au niveau communautaire, d'aller rencontrer les clubs de 4 roues, les rencontres, puis lui expliquer c'est comment faire, comment fonctionner, où. Un VTT doit passer selon ce qui m'a été dit, au même endroit qu'une voiture. Là. C'est ça les 3 plaintes que moi je reçois, qui est récurrent, si vous voulez. C'est certain que l'éducation va amener jusqu'à un certain point. Moi, je demeure à Beresford. C'est pas permis sur les rues à Beresford. Je vois des VTT qui se déplacent. Puis, en général, ça va quand même assez bien. À l'occasion, tu vas avoir quelqu'un qui, comme vous dites, qui est à l'envers de la circulation, qui roule à une vitesse excessive. Mais l'acceptation s'en vient tranquillement aussi qu'il y a une certaine façon de procéder. Puis, avec le volume de VTT aussi, malheureusement, il peut y en avoir 10 qui vont passer d'une journée, qui va bien circuler, mais on va remarquer celui-là qui va faire des excès, malheureusement. C'est normal. Avez-vous des questions? Commentaires? Merci, M. Cabet. Merci. Je propose l'ajournement. On va prendre une